Avant tout un naturaliste depuis de très nombreuses années. J'ai eu ma première paire de jumelles en 1972 et j'ai eu la chance au cours de ma vie et de ma carrière de croiser le chemin d'énormément d'autres naturalistes extrêmement compétents qui m'ont permis de m'intéresser aussi bien à la flore qu'à différents groupes faunistiques. Donc c'est pour ça que je peux vous parler aussi de ce qui se passe à terre, et d'ailleurs je vais vous parler que de ça, puisque je ne vais pas vous parler du tout du milieu marin qui n'est pas intégré dans le parc, hormis la Rance. Donc voilà le plan de ma présentation. Je vais vous parler de 4 espaces particulièrement remarquables au sein du parc, qui commencent maintenant à être un peu connus, mais qui méritent qu'on développe un peu autour d'eux. Ce sont les landes des bois d'Avogour à Tallinn, les marées noires de Saint-Coulban à Châteauneuf-d'Ille-et-Vienne, Saint-Guillaume, les bassins des Falins du Kiou, Tréfumel, Saint-Juvat, et puis les dunes et polders de Plougal-Lancieux. Ensuite, une fois que je vous aurai présenté ces 4 espaces, on s'attaquera plutôt à des habitats. Et un habitat qui est particulièrement mal connu, mais qui est particulièrement important pour la préservation d'espèces patrimoniales, qui sont les plans d'eau à niveau variable. Et puis je vous parlerai aussi des dunes littorales. Et enfin, on abordera ce qu'on appelle de la nature ordinaire, mais qui devient de moins en moins, en parlant ici du tertre de Grande Fer, puisque nous sommes à Planquette, mais aussi des bords de voies de communication. Ce qu'on oublie souvent, mais les bords de voies de communication sont des réservoirs de biodiversité extrêmement importants. Voilà la situation des 4 espaces dont je vais vous parler maintenant. On y va. Voilà, on va commencer par les landes et bois humides d'Avogour à Tallinn. Alors tout à l'heure on parlait d'oligotrophie, c'est un peu le cas dans ce site, parce que ce site a une caractéristique géologique tout à fait originale à l'échelle du parc. Il est situé sur une zone, on va dire, de kaolin, enfin d'argile, qui permet d'avoir un sol extrêmement imperméable et relativement pauvre. Donc c'est pour ça qu'on y trouve des landes et des zones humides, à niveau variable d'ailleurs, parce que ce sont des mares, et aussi des boisements. Et j'insisterai sur ces boisements autour, parce que ces boisements ont aussi leur intérêt. Voilà, vous avez en haut 2 photos, j'ai repris ça sur un document qui vient de Cœur Émeraude. Vous avez en noir et blanc la photo dans les années 50 de ce milieu, et vous avez la photo aérienne actuelle. Donc on voit que c'est un milieu qui autrefois était un milieu extrêmement ouvert, avec d'ailleurs des zones de culture, et que ce milieu est en train de se fermer, de se boiser, ce qui n'est pas obligatoirement un drame en soi, mais point trop d'infos non plus si on veut de la biodiversité. Et on retrouve à la place des prairies, à la place des cultures, on retrouve des prairies qui sont intéressantes parce que justement oligotrophes, c'est-à-dire qu'on va y trouver la possibilité de s'exprimer une certaine biodiversité. Je vous ai mis quelques plantes qui peuvent se trouver à l'échelle du site. Le marisque, qui est une espèce de carex, si vous voulez, qui est rare à l'échelle régionale. Et puis le triculaire, qui est une petite plante qui est une plante carnivore, c'est avec cette fleur jaune qui pousse dans les mares oligotrophes, justement. Je suis revenu en arrière, oui. Voilà. Alors ce milieu, c'est un milieu passionnant, parce qu'on va y trouver des espèces liées aux landes, et il n'y en a plus beaucoup des landes en dehors de Fréhel, chez nous. Alors, en lande intérieure, on n'a plus grand-chose, et donc je vous ai mis cet oiseau en haut, qui est un engoulevent, parce que, je ne sais pas s'il y est toujours, mais moi j'ai connu cet espace avec au moins 5 ou 6 couples nicheurs, et c'est un oiseau extrêmement particulier, il est nocturne, il ressemble à un grand martinet, il vole le soir et il avale les insectes. Il ne peut donc vivre que dans des secteurs où il y a beaucoup de biodiversité, en insectes en particulier, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dessous, avec 4 espèces. Et la plus intéressante, c'est cette petite mouche, ici, qui est liée à la présence de vieux arbres, et dont c'est la seule station en Bretagne. Donc il faut, si on gère ce site, aller à différents niveaux de biodiversité pour essayer de comprendre les effets qu'on peut avoir au niveau gestion. Parce qu'une gestion peut être orientée, et c'est tout à fait légitime, mais elle peut essayer de prendre aussi un maximum de précautions vis-à-vis du reste de la biodiversité. Et toutes ces espèces que vous voyez là, ce sont des espèces liées aux landes, et en particulier aux landes oligotrophes. Et sauf cette espèce-là qui est liée aux vieux arbres. Et puis surtout, ces landes, c'est
c'est la plus belle population en Bretagne de ce petit papillon que vous voyez ici. Ce petit papillon, donc vous voyez la répartition en France à côté, vous voyez que c'est une répartition qui est devenue extrêmement morcelée et qui a tendance à devenir essentiellement montagnarde, non pas parce que c'est une espèce montagnarde, mais parce qu'en montagne, le milieu est moins agressé qu'en plaine. Et vous voyez qu'il existe une population en Bretagne. Vous avez là la carte tirée de l'Atlas de l'Épiloptère de Bretagne. Et il faut savoir que sur le parc, le territoire du parc, il y a beaucoup de stations de ce petit papillon, et que la plus importante, c'est les Landes d'Avogour à Tada. Il est donc évident qu'on ne peut pas gérer ces landes sans prendre en compte ce petit papillon. Et puis, il y a d'autres biodiversités, pour certains moins sympathiques, mais qui fait partie de notre biodiversité. Il y a les vipères, et je tiens beaucoup aux vipères parce que c'est un des animaux les plus menacés par la fragmentation des habitats. Les vipères, ce n'est pas des animaux très mobiles, c'est pas très agressif non plus d'ailleurs. Et si on veut qu'elle passe d'un milieu à l'autre, il faut conserver des haies, il faut conserver des milieux où elle peut se chauffer, se reproduire. Et donc c'est une vipère très particulière, puisque cette vipère, elle existe en France quasiment qu'en Bretagne et en Normandie, et dans quelques populations résiduelles en montagne. Par contre, c'est une espèce arctique, c'est une espèce qui vit tout autour du cercle arctique. Et puis, comme il y a beaucoup de mares, on va y trouver aussi beaucoup d'amphibiens, que j'ai illustrés là par un triton alpestre, mais il y a beaucoup d'autres espèces. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de biodiversité, et ce site est particulièrement intéressant, et voilà, on en reparlera tout à l'heure au niveau des enjeux. Deuxième site dont je voudrais parler, c'est les marais noirs de Saint-Coulban, qui sont gérés par la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine. C'est un site qui est grand, il fait plus de 300 hectares. C'est un site qui a été restauré. Il faut savoir que lorsque les chasseurs ont commencé à faire l'acquisition de ce site, il était extrêmement dégradé, asséché. Et ils ont réussi à mettre en place une gestion qui a permis le retour de l'eau. Et donc on a là maintenant peut-être la seule zone à peu près en eau et avec une certaine biodiversité du marais de Dole. Ah, bon, non, c'est moi qui... Alors, pourquoi cette zone est-elle importante? Alors, je vais commencer par celle-là, mais j'aurais peut-être pu parler d'abord des enjeux qui avaient attiré l'attention des chasseurs, mais ça, c'est un effet secondaire. C'est une halte migratoire pour de nombreux passereaux. Et en particulier, vous avez ici en haut et à gauche le phragmite aquatique. Le phragmite aquatique, c'est le passereau le plus rare d'Europe. Il en reste à peu près 10 000 couples à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Il ne niche qu'en Biélorussie et dans l'est de la Pologne et un peu en Ukraine. Et au niveau de leur migration, ils passent chez nous. Et la Bretagne et la Normandie ont un rôle extrêmement important pour la conservation de cette espèce en termes de halte migratoire. Et ça, c'est un passereau donc c'est une capture dans le marais lui-même. Toutes les photos là sont faites dans le marais lui-même, lors d'une séance de bagage pour évaluer justement l'importance du marais pour cette espèce. Donc là, en quelques jours, on en a capturé 9 individus, ce qui peut paraître peu, mais qui représente beaucoup par rapport à ce qui devait passer. À côté, une autre petite fauvette qui vit dans les marais, et l'Opistelle tachetée. Et dessous, l'illustration peut-être d'une certaine réussite, parce qu'en général, les oiseaux répondent assez bien à l'aménagement des milieux, mais par contre, les insectes beaucoup moins. Parce que les insectes sont relativement spécialisés sur un certain nombre de proies ou de plantes. Et vous avez là une coccinelle qui existe en Bretagne dans 3 stations, dont ce marais de Châteauneuf. Et il existe aussi d'autres insectes dans ce marais qui viennent de réapparaître suite à la restauration du milieu. Donc on voit qu'on est plutôt sur une pente relativement favorable, d'autant plus que le sol ici c'est de la tourbe, et donc il y a comme une oligotrophie, pour revenir au sujet de tout à l'heure, latente dans ce milieu. Alors voilà, je voulais vous mettre ça aussi parce qu'au départ, évidemment, ce qui intéressait la Fédération de chasse, je dis évidemment, mais c'est pas si évident que ça, c'était la préservation des canards. Et effectivement, ce marais, une fois qu'il a été remis en eau, est devenu une zone d'hivernage extrêmement importante pour les canards de la baie Mont-Saint-Michel.
et en particulier toutes les espèces d'eau douce. Je vous ai mis la sarcelle d'hiver en haut, le canard pilet, le canard souchet. Et c'est vraiment une grosse réussite. Alors c'est une réserve, hein, c'est une vraie réserve, hein, qui est gérée par la Fédération départementale de chasse. Il y a eu un gros travail de restauration d'habitat. Et c'est une véritable réserve. Et puis, depuis quelque temps, c'est devenu la plus grosse colonie de hérons du secteur, puisque ici est développée une très grosse colonie de hérons garde-bœuf, l'espèce qui est là-haut, une espèce nouvelle chez nous, les garzettes, et puis le héron cendré, en moins grand nombre. Donc vous voyez qu'il y a un très fort potentiel sur ce site. Ensuite, on va revenir à quelque chose qui est lié à la nature du sol. C'est la zone des falins du Kiou Tréfumel-Saint-Juvat. Bon, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de falins affleurants sur ce secteur-là, mais il y a encore des espèces floristiques intéressantes et des espaces qui promettent. Alors, je vous ai mis deux plantes. À droite, c'est une orchidée, c'est l'orchis book. Bon, alors, vous m'entendez? Oui. Non, ça va. Alors, à droite, c'est l'orchis book, qui est une espèce qui pousse uniquement sur le calcaire et sur nos côtes, sur les dunes. Ici, elle est photographiée en bord de route au Kiou. Et puis, les lébores vertes, qui est une espèce qui est liée au calcaire et qui forme un très beau peuplement en sous-bois près du Bessot. C'est donc des plantes qui ont là de très belles populations à l'échelle de la Bretagne. Et puis, des espèces beaucoup plus rares, puisque on a une espèce de coquelicot qui a la particularité d'avoir un pollen jaune au lieu d'avoir un pollen brun, et qui, en fait, est la seule mention sur la Bretagne aussi, et qui est là, près des carrières du Kiou. Et puis, en zone humide, là où coule la Rance, on trouve une autre espèce, un petit célisson, qui est lié aux eaux et qui n'est pas fréquent en Bretagne du tout, et qui là est vraiment abondant au bord de Rance dès qu'il traverse la zone de Palin. Donc on voit qu'il y a un gros potentiel qui est géré, c'est au niveau de Saint-Juvat, non de Tréfumel, pardon, excusez-moi. La carrière qui est gérée pour que les gens puissent aller visiter au niveau géologique ce que c'est que les Palins, a été colonisée par une hirondelle, qui est l'hirondelle de rivage, qui a l'habitude de nicher dans des petits terriers creusés dans le sable et non pas sur les maisons. Et surtout, depuis que le fond de la carrière n'est plus tondu, mais fauché, il y a une différence majeure. Les zones de progression sont tondues, mais le reste est fauché uniquement à l'automne. On a des insectes qui sont venus s'installer, la menthe religieuse, qui n'est pas fréquente chez nous, et puis ce criquet qui, s'il y avait une espèce à choisir comme emblème du parc, serait peut-être celle-là. Parce que c'est une espèce de criquet qui est rare en Bretagne, sauf dans le territoire du parc. Voilà. Et il est très joli, vous voyez, dans sa version verte, il y a une version marron qui est moins jolie. Et puis les polders de Lancieux-Ploubalay. Alors, les polders de Lancieux-Ploubalay sont pour la plupart des territoires qui ont été acquis par le Conservatoire du Littoral. Ils sont gérés par le Conservatoire du Littoral qui est en train de développer localement tout un plan de gestion de ces marais. Donc on arrive finalement sur un territoire inaliénable avec un plan de gestion, on pourrait dire protection forte, même si dans la loi ça ne l'est pas. Ben là, moi je trouve que c'est un bel exemple. Donc il y a à peu près pour le moment 130 hectares. C'est des zones intermédiaires entre la terre et la mer. Donc vous voyez le fossé, là c'est un fossé salé. Par contre, il y a du pâturage sur les prairies, puisque toute la partie sud est gérée en pâturage, soit par des chevaux, soit par des bovins. Et voilà, quels sont les enjeux de ces polders? Là, on change un peu de famille. Les enjeux sont des amphibiens, essentiellement. Enfin, pas que, hein, mais il y a un gros enjeu sur les amphibiens, avec deux espèces particulièrement littorales et particulièrement rares chez nous, qui sont en bas, le pélodique ponctué, qui est un tout petit crapaud, très joli, vous voyez, mais tout petit, et l'autre qui est le crapaud calamite, qui est en Bretagne, à une répartition essentiellement littorale,
sauf au niveau de Pincon, où il en existe en zone intérieure. Donc là, il y a des gros enjeux, c'est de très belles populations, et puis surtout un enjeu floristique, alors avec des espèces extrêmement spectaculaires, que sont les orchidées. Comme ce sont des sols qui sont des sols alcalins, il y a beaucoup d'orchidées. Je vous en ai mis 4 espèces, dont la plupart sont vraiment rares à l'échelle de la Bretagne, surtout celle du bas à gauche. Malheureusement, il ne reste plus que 3-4 pieds sur le site des Briantais, mais voilà, ça peut changer dans le futur. Et puis, puisqu'on parle de plantes particulières, il y a une très très belle population d'ophioglosse. C'est une petite fougère qui pousse sur un emplacement d'un ancien parking qui est géré maintenant en prairie et qui a été recolonisé par les orchidées, comme quoi lorsqu'on diminue les pressions, on peut aussi, qui est devenue une jolie prairie, fauchée régulièrement, et sur laquelle on trouve cette ophioglosse en abondance, et beaucoup d'orchidées. Maintenant, je vous ai parlé de ces 4 sites. Alors, ces 4 sites, pour moi, c'est vraiment 4 sites à fort enjeu. Certains sont gérés, d'autres ne le sont pas, mais c'est 4 sites à fort enjeu à l'échelle du parc. Les plans d'eau à niveau variable et les dunes littorales. Vous allez assez vite, je crois que... Alors, les plans d'eau à niveau variable, les voilà à l'échelle du territoire. Qu'est-ce que c'est que ces plans d'eau à niveau variable? Ce sont tout simplement des plans d'eau qui servent d'alimentation à l'eau potable. Hein, le niveau est variable parce qu'on boit l'eau. Et on va voir que le fait de boire de l'eau, finalement, c'est pas que négatif. Boire du vin aussi, c'est bien, mais... Voilà, tout simplement parce que sur les zones qui découvrent régulièrement, à l'automne, poussent des plantes qui sont rares à l'échelle mondiale, nationale ou régionale. Alors mondiale, c'est cette petite graminée en haut à gauche, qui est le coléanthe subtil, qui existe sur les 3 plans d'eau ici en jaune, qui est une espèce qu'on trouve essentiellement en répartition mondiale sur le massif armoricain, toujours sur des plans d'eau d'alimentation en eau potable, quelques stations dans l'est de l'Europe, en Pologne, et les autres dans le Montana, aux États-Unis. Et c'est chez nous qu'il y a les plus belles populations, ça forme des gazons immenses. Quand on marche dessus, on pense marcher sur une pelouse. Mais c'est cette petite graminée qui est extrêmement rare à l'échelle mondiale. Et puis les autres, ce sont des plantes qui ne sont pas fréquentes, hein, mais qu'on trouve plus fréquemment quand même en Bretagne, dès qu'on peut avoir des variations de niveau sur des plantes. Voilà, je n'en dis pas plus parce que là c'est un gros enjeu qui est essentiellement botanique. Hein. Les dunes littorales, je vous en parlais très rapidement aussi. On a une particularité sur la côte ici qui est présente là, c'est qu'on a une forte accrétion sédimentaire. Ça veut dire que les dunes ne sont pas en érosion, mais elles sont en train de gagner. C'est-à-dire qu'il y a des apports de sable venant de la mer et qui font que ces dunes continuent à s'alimenter. Alors, toute cette partie-là, jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est une zone de forte accrétion sédimentaire, qu'il s'agisse de sable pour les dunes ou de vase en baie du Mont-Saint-Michel ou en Rance. Ou même dans les baies, comme les baies de Lancieux ou autres. Voilà, alors ce que je vous ai mis là, en vert, c'était des dunes qui autrefois étaient fortement dégradées et qui maintenant sont en cours de restauration par l'accrétion sédimentaire, par l'apport du sable. Et en bleu, c'était celles qui étaient, disons, en bon état, pas trop dégradées. Quelques plantes atypiques des dunes de chez nous, le chardon bleu en haut, donc l'emblème du conservatoire, des orchidées aussi, parce qu'il y a beaucoup d'orchidées sur les dunes, dont l'Ophrys abeille, jolie petite orchidée en bas à gauche. Abeille, araignée. Et surtout, derrière, il y a beaucoup d'invertébrés liés à ce type de milieu. Bon, des criquets, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de criquets qu'on va trouver essentiellement là, sauf certains en bas, et surtout, dans la mesure où il y a beaucoup de floraison, et en particulier ici, il s'agit aussi d'amérangium, beaucoup de butineurs, beaucoup d'insectes butineurs vont être liés à la dune. La petite abeille en bas à droite, elle est très très rare, il y a 3 stations en Bretagne, mais ici sur le parc, il y en a 3. Voilà. Et puis on va trouver d'autres espèces qui vont venir butiner sur ces dunes, parce qu'en fait, le plus difficile pour les butineurs, en dehors du fait qu'ils soient touchés par les pesticides, c'est qu'ils ne trouvent plus rien à butiner. Donc, partout où il y aura des fleurs, on peut les retrouver en grand nombre.
Et puis on va finir très rapidement par la nature ordinaire. J'aime pas ce nom-là parce que c'est la nature qui nous fait plaisir tous les jours en fait. Hein, c'est celle de notre enfance pour certains, c'est celle qui reste dans certains endroits. Et quelques endroits où il reste, il y a le terre de bras de fer parce que la gestion sur ce site est tout à fait particulière pour maintenir la qualité de l'eau de plan web. Et puis il ne faut pas oublier les bords de voie de communication. Et là, il y a un gros effort à faire en termes de gestion. Parce que ce sont des corridors. Alors, souvent, quand on parle de rupture de circulation d'animaux, on prend les routes et on dit les animaux n'arrivent pas à traverser. Oui, d'accord, mais les plantes, elles remontent. Voyez-vous, c'est à la fois des corridors et des ruptures. Schéma. On peut avancer. Voilà. Donc voilà pour le tertre de Bras de Fer, vous le connaissez tous, hein, puisqu'on y est. Je vous ai mis la carte du circuit de randonnée, hein, 96 hectares, et puis une photo d'ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va y trouver sur ce site? Et on va y trouver des choses qui devraient continuer à être banales, mais qui sont de moins en moins. Ce petit papillon rouge et noir qu'on appelle des hygiènes, qu'on trouvait autrefois dans toutes les prairies fleuries. Lui, ce qu'il lui faut comme plante, c'est du lotier. Et le lotier, il n'y en a plus beaucoup. C'est une petite veste jaune. Le macaon, quand vous voyez la chenille à côté, le macaon, c'est comme une espèce qui se nourrit de carottes. Les carottes, il y en a beaucoup, et on ne voit plus beaucoup de macaons. Et puis dessous, d'autres exemples d'animaux qu'on peut trouver dans des milieux tout à fait quelconques en Bretagne, qu'on voit de moins en moins, et qui sur le tertre subsistent avec une certaine abondance. Les bords de voies de communication, qui sont de plus en plus gérés maintenant. C'est-à-dire qu'on voit souvent ces panneaux qui fleurissent. Alors en haut, c'est le canal à Évran, et on voit un panneau du Conseil régional de Bretagne qui dit qu'ils vont gérer, par fauche tardive, les bords du canal. Alors, c'est vrai et faux. C'est vrai sur les parties réellement gérées par le Conseil régional, mais dès qu'on arrive sur des communes où les enjeux sont différents, on retrouve des pelouses bien tondues et non pas des prairies bien fleuries. Et par contre, les bords de route, on a un panneau, protection de la flore remarquable, fauche tardive, ça c'est Tokyo. On ne devrait même pas avoir ce type de panneau. Je ne vois pas pourquoi c'est pas géré comme ça partout. Parce que là, ça reste l'exception. Ça reste l'exception, et c'est dommage, parce que ces bords de route, écoutez, voilà, de la flore banale de bord de route. Il y a des coquelicots, il y a des orchidées aussi, comme l'orchis moréo. Il y a des digitales, il y a plein de plantes qui s'y développent. Et s'il y a plein de plantes qui s'y développent, qu'est-ce qu'on va y trouver? Des butineurs. Alors les butineurs, des papillons. Parmi les plus fréquents de bord de route, c'est en haut le demi-deuil, et puis le pan de jour, qui est une espèce qui a été commune jusqu'à l'année dernière, et c'est une espèce qui hiverne. L'année dernière, elle est sortie au mois de février, vous vous rappelez, le mois de février? Il faisait 20 degrés. Puis on a eu, paf, une semaine de gel après. Les populations se sont écroulées parce qu'elles étaient dehors. Et donc ce papillon absolument banal, cette année, il était vraiment pas fréquent. Un rassemblement d'abeilles, vous voyez là, bon, c'est des militaires, et puis des criquets qui peuvent être merveilleux dans leur couleur. Tout ça, c'est des espèces banales. Seulement, trouvez-les maintenant partout, en abondance. Et bien, bord de route, petites emprises de prairies enfauchées. Voilà. Et puis, bien sûr, on va y trouver les coccinelles, parce qu'elles vont y trouver de la nourriture, et puis des oiseaux qu'on dit comme le trachépa, ou d'autres espèces comme ce magnifique petit scarabée qui est si abondant au bord du canal de Ilérance, quand les sparganiums ne sont pas fauchés. Voilà. Alors maintenant, je vais te repasser la parole. On va vous faire un petit bilan de ce que peuvent être les protections à l'échelle d'un territoire. En rouge apparaissent ce que le ministère appelle les protections fortes. En orange, j'ai mis les parcs nationaux parce que seules les zones centrales sont considérées comme protections fortes. Les zones périphériques ne le sont pas. Et toutes les autres, en noir, sont considérées comme des protections entre guillemets faibles, ce qui n'est pas toujours vrai.